J'accueille sur scène Baptiste Uriez du FC Nantes et Aurélie Baupel, experte. Alors bonjour à vous deux, merci d'être là. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, Baptiste. Bonjour, enchanté à tous. Baptiste Uriez, en charge du marketing et de la com au sein du FC Nantes depuis maintenant 2016, depuis 4 ans. Mon métier, c'est tout simplement de fidéliser les fans, de fidéliser les supporters qu'on a actuellement, puis en acquérir d'autres au fur et à mesure avec des activations marketing au sens large. Et bonjour à tous, Aurélie Baupel, dirigeante de mon entreprise éponyme, dont l'activité principale est la transition numérique. Donc on est dans le sujet, avec un focus sur la communication digitale, l'intelligence collective et l'innovation. Ravi d'être parmi vous. Merci. Alors pour commencer, je voudrais dire que je suis ravi d'être là parce que je suis un fervent supporter du FC Nantes depuis l'âge de 5 ans. Je remercie mon entraîneur de foot de l'époque de m'y avoir accompagné dans le stade de la Beaujoire. Et Baptiste, est-ce que déjà tu peux commencer par présenter le FC Nantes ? Le FC Nantes, c'est un club de foot, c'est une organisation sportive à la base, c'est un des clubs les plus prestigieux de France avec 8 titres de champion notamment. Depuis maintenant 20 ans, on fait un peu moins l'actualité au niveau sportif, parce qu'on n'a plus gagné de titres. Mais on est en Ligue 1 depuis maintenant 5-6 ans, après une descente en Ligue 2. Et puis en plus d'être une organisation sportive, le club essaye de développer vraiment l'ensemble de ses assets avec une équipe féminine, un centre de formation performant, avec des enjeux autour du merchandising, de la billetterie, et avec une diversification sur l'e-sport, sur un SKIBM, sur toutes ces choses-là, pour faire une marque globale. Alors, vous faites du business aussi, et vous avez quelle zone de chalandise finalement? Vous touchez quelle zone? On a une zone de chalandise qui est au niveau du supporterisme, au niveau national. En fait, on peut toucher des fans du FC Nantes en France et même à l'étranger pour certains. Après, pour ceux qui viennent au stade, pour ceux qui viennent à la Beaujoire voir des matchs, on est plutôt sur une zone de chalandise autour de 200 km, avec un gros bassin de supporters au sein des Pays de la Loire et au sein de la Vendée. Merci Baptiste. Alors, avant de continuer, pour ceux qui ont déjà participé aux conférences précédentes, on va utiliser l'outil Evals en fin de conférence. Vous pourrez, au travers de cet outil, poser vos questions qui passeront sur l'écran. Donc, allez sur le site Evals et code DC20. Je vous mentionnerai au moment où ce sera le cas, où on pourra faire ces questions. La première des choses, Baptiste, j'ai compris qu'il y avait environ 500 000 personnes par an qui venaient au stade de la Beaujoire, 6e meilleure affluence de la Ligue. Quelle est votre stratégie de club par rapport à cette population-là et peut-être au-delà de cette population ? En fait, la stratégie du club global, c'est qu'aujourd'hui, un club de foot, ça dépend, si on prend les chiffres macro, ça dépend à 70% du sportif. C'est-à-dire que notre modèle économique, nos 70 millions de chiffre d'affaires, il se fait à 70%, à 80% du sportif, en fonction du classement final de Ligue 1, en fonction de transferts. Et en fait, nous, au niveau administratif, au niveau marketing, au niveau commercial, on essaye de rendre autonome le club de façon plus conséquente par rapport à ses résultats sportifs. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre pour les 20-30% de revenus qu'on peut générer par ailleurs, on essaye de réduire tout ça à du 50-50. Donc ça, c'est l'objectif macro, c'est d'être autonome le plus possible par rapport au classement final de la Ligue 1. Parce que si on est 9e ou si on est 15e, on a une marge de 30 à 40 millions de chiffre d'affaires qui diffèrent. Donc on peut plus dépendre du sportif, on peut plus dépendre d'une fortune personnelle d'un président. Et le but, c'est d'être une vraie entreprise et de pouvoir générer des revenus au jour le jour, semaine après semaine, sur des assets plus ou moins différents. Et en fait, le digital nous est apparu comme un vrai levier, étant donné qu'aujourd'hui, on touche 500 000 personnes par an à la Beaujoire, ce qui est une affluence plutôt conséquente. Mais ces 500 000 personnes, on peut les toucher en un seul post Facebook, en un seul tweet ou en quelques jours sur le site internet. Donc forcément, quand on fait le prorata, on s'aperçoit que le digital peut être un vrai levier en termes d'image, en termes de relations avec nos supporters, en termes de relations avec nos partenaires. Et puis, in fine, au niveau du business model économique du club, on peut vraiment revoir un peu ce qu'on fait. Même si le stade reste le cœur de la vie du club, le digital nous est apparu comme un vrai levier de croissance pour nos relations avec l'ensemble de nos clients.
au-delà des supporters, est-ce que vous attendez à atteindre d'autres types de populations? Oui, plus ou moins. Ça dépend des activations marketing qu'on peut faire. Mais effectivement, tout à l'heure, j'ai cité l'escape game. C'était un moyen de pouvoir s'ouvrir à des publics pas forcément très fans de foot. Idem pour l'e-sport. C'est des moyens d'élargir le territoire de marque du club, d'aller chercher des nouvelles cibles, des cibles plus jeunes par exemple pour l'e-sport ou des cibles davantage grand public pour l'escape game. Mais effectivement, cette volonté encore une fois de tisser le territoire de façon plus large, le plus large possible pour le FC Nantes. Ok, et par rapport à ça, quelles ont été vos sources d'inspiration? Est-ce que ce sont d'autres clubs qui peuvent être inspirants ou est-ce que ce sont dans d'autres univers que vous avez trouvé des inspirations de contact par rapport à ces populations? Forcément, on benchmark un peu ce que font les autres clubs, notamment à l'étranger en première ligue ou aux États-Unis où le sport business est beaucoup plus avancé. Après, moi, j'ai tendance plutôt à benchmarker ce que font les autres secteurs en fonction des assets du club. C'est-à-dire que le club est une organisation sportive à la base, mais c'est aussi un média par rapport au contenu qu'on produit chaque jour. C'est un escape game comme activité de diversification. C'est un service de ticketing pour la billetterie. C'est du merchandising pour la boutique. Donc en fait, on va aller benchmarker ce que fait chaque secteur. Par exemple, le merchandising, on va aller benchmarker ce que font les marques de prêt-à-porter. Le ticketing, on va aller voir ce que font plutôt l'aviation ou l'hôtellerie, car ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ces sujets. Et en fait, dans ce qu'on fait au jour le jour, on essaie de benchmarker tous ces secteurs. Et puis, c'est la même chose pour les ressources qu'on va chercher. Par exemple, moi, quand je suis arrivé au FC Nantes, j'avais aucune expérience dans le sport. J'avais aucune expérience dans le foot en tant que tel. J'avais une expérience avant tout média et digital. Et c'est pour ça que la direction est venue me chercher. Idem pour, par exemple, le directeur de la billetterie qu'on est allé chercher il y a 2 ans de ça maintenant. Il n'avait aucune expérience dans le foot. Il travaillait chez Voyage SNCF et à l'acquisition de chez Voyage SNCF. Et en fait, on allait chercher cette ressource-là et pas forcément quelqu'un qui était dans un autre club. Parce qu'avec cette ressource-là, on peut aller beaucoup plus loin. Il était digital natif et il était dans le cœur de l'acquisition pure et dure. Et du coup, c'est ce qui nous intéressait pour nous en termes de ressources. Très bien. Et donc, du coup, fort de cette stratégie, finalement, la question c'est comment vous y êtes pris, d'où vous êtes parti aussi quand tu es arrivé, quelque part, quelle était un peu la situation et puis finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, je suis arrivé en 2016. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas de service marketing à la base. Il y avait un petit service communication de 3-4 personnes qui nous permettait d'avoir quelques contenus. On n'avait pas de community manager. On n'avait pas de graphiste, on n'avait pas d'attaché de presse en tant que tel. Et en fait, quand on est allé me chercher, la première chose, c'était forcément d'avoir des ressources, des nouvelles ressources pour des nouveaux métiers. Et surtout, étant donné que la stratégie, c'était de faire quand même un certain virage digital, c'était d'aller chercher des gens qui étaient nés là-dedans. Donc, du coup, le premier pilier de la stratégie, ça a été d'aller chercher tout simplement des ressources, parce que tout seul, j'aurais pu rien faire. Et ensuite, une fois qu'on a pu avoir des ressources, on a défini des piliers autour de la plateforme, autour des réseaux sociaux, autour des contenus. Donc on s'est attaché sur les réseaux sociaux, par exemple, à définir un programme éditorial avec le community manager pour mettre en place des marques au sein de la marque FC Nantes, des contenus qu'on peut retrouver chaque semaine, un peu comme un programme télé. Sur la partie plateforme, on avait historiquement un site actualité, un site billetterie, un site boutique qui avait ni queue ni tête entre eux. Il fallait par exemple se connecter sur le site billetterie pour acheter un maillot. Il fallait aller ensuite sur le site boutique pour acheter un billet et du coup créer 2 comptes différents. Donc en termes d'expérience client, c'était le néant. C'est comme si on demandait, quand on allait à la Fnac, d'acheter son livre sur une caisse et son CD sur une autre caisse. Ça n'a pas de sens. Donc on s'est attaché vraiment à harmoniser tout ça. C'était d'autant plus important pour le client que pour nous, étant donné qu'il fallait pouvoir suivre le client en tant que tel pour le suivre tout au long de son parcours d'achat et pour pouvoir faire ensuite du cross-selling pour nous, c'est-à-dire de vendre un billet en même temps qu'un maillot. Et du coup, on s'est attaché à harmoniser l'ensemble de l'expérience client sur le web. Et du coup, on a créé une seule et même plateforme, fcnantes.com, qui regroupe tous ces assets. Parce que historiquement, c'était externalisé par des prestataires sur la partie boutique, sur la partie billetterie. Donc en lien avec ça, on a internalisé tous les métiers également pour qu'on puisse vraiment avoir toute la chaîne de valeur au sein du club.
Alors, quand on avait discuté ensemble il y a quelque temps, tu avais expliqué que le FC Nantes était devenu son propre média. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a intégré une petite rédaction au sein du club avec un photographe, avec un responsable vidéo, avec donc un community manager, avec des rédacteurs. Et en fait, le but, c'est de créer du contenu au jour le jour sur différentes choses comme des interviews, comme des conférences de presse, comme des entraînements, comme des live vidéo. En fait, on a la possibilité vraiment d'être une petite rédaction et de créer des contenus jour après jour. On est à 7-8 contenus par jour sur fcnantes.com qu'on propage ensuite sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et du coup, j'ai tendance à dire qu'on est notre propre média, étant donné qu'on crée du contenu d'un côté et qu'ensuite on a l'audience derrière qui vient consulter ces contenus. Et on essaie d'entretenir la même relation qu'une chaîne de télé, qu'une station radio. Et en fait, moi, dans mon métier au jour le jour, auparavant, j'étais chez M6 et au Figaro, et il n'y a pas grand-chose qui diffère dans mon quotidien par rapport à ce que je faisais avant. D'accord, vous avez repris la main sur votre communication et moins laissé les médias fait, et les journalistes. Tout à fait. Après, nous, on fait de la communication, ça c'est clair. Les journalistes, en parallèle, font leur contenu. Mais effectivement, le but, c'est de créer sa communauté, de mettre en place une relation au jour le jour, et puis de maîtriser forcément sa communication par ailleurs. Alors, quel support vous avez utilisé en fait pour pouvoir aller vers cette communication plus digitale qu'elle ne l'était par le passé? En fait, on a souhaité vraiment diversifier le contenu qu'on proposait. Historiquement, on était à 2-3 contenus par jour sur le site. On était sur des posts Facebook, par exemple, qui étaient irrégulièrement postés, c'est-à-dire peut-être une fois par semaine avant que le community manager arrive. Et en fait, on a fait un gros travail de segmentation des contenus avec un programme éditorial sur le site, sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on est sur les réseaux sociaux, à travers chaque réseau, qui sont principalement pour nous Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et en fait, à travers notre petite rédaction, on a souhaité mettre en place pas mal de contenus différents, que ce soit des galeries photos d'entraînement, que ce soit le suivi des conférences de presse en live, que ce soit des live tweets des matchs, que ce soit des interviews en exclusivité avec certains joueurs. On a essayé vraiment de faire ce que font les médias à travers nos histoires à nous, et puis surtout de parler de l'ensemble des assets du club, que ce soit la boutique, que ce soit l'équipe féminine, que ce soit les jeunes de la formation, que ce soit l'effectif professionnel. On essaye vraiment de parler de l'ensemble des familles du FC Nantes et également les supporters pour proposer un contenu qui s'adresse vraiment à l'ensemble de nos publics. Ce qu'il faut savoir en foot, c'est que c'est le sport roi en France. On a une communauté qui est quasiment à 1,5 million si on cumule l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels on est. Et en fait, les contenus qu'on propose, étant donné que la relation des supporters avec le foot est différente en fonction des publics, il faut qu'on puisse segmenter ces contenus aussi dans le contenu pour s'adresser à tous les types de supporters. On a des typologies de supporters qui sont très très différentes. Ça va de, si je caricature, de l'ultra qui vient se connecter tous les jours sur le site du FC Nantes, qui se déplace à l'extérieur, qui vient voir chaque match à domicile, qui vit pour le FC Nantes, jusqu'à la personne qui vient peut-être une fois par an au stade ou même pas, ou qui suit juste les réseaux sociaux du club. Et en fait, il faut pouvoir s'adresser à ces différentes typologies de personnes parce qu'ils ne viennent pas chercher le même type de contenu. Donc on a souhaité également, à travers des études, segmenter les contenus pour pouvoir s'adresser au maximum de personnes. Et en fonction aussi des cibles sur lesquelles on est sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Twitter, on est sur une cible un peu plus basée sur le supporterisme. Sur Facebook, on est sur une cible un peu plus grand public. Sur Snapchat, on est forcément sur une cible un peu plus jeune. Donc le community manager a comme rôle de proposer un programme éditorial au sein de chaque réseau. On essaye au maximum de diversifier nos contenus par réseau, mais vu qu'il est tout seul, il ne peut pas non plus tout faire. Par exemple, au PSG, ils ont un community manager par plateforme. Nous, on n'en a qu'un pour 4 plateformes. Donc forcément, on ne peut pas proposer autant que les gros clubs internationaux. Mais le but, c'est de tendre à ça et de tendre à la possibilité d'avoir un contenu spécifique par chaque plateforme sociale. D'accord, donc c'est le community manager qui lui, en fait, draine le bon contenu sur le bon segment. Donc c'est aussi lui qui a
défini les segments ou comment vous avez défini une stratégie marketing autour de cette segmentation? Alors ça, c'est la complicité de quand je suis arrivé au club. En fait, historiquement, moi, je me suis toujours basé sur une connaissance client accrue pour pouvoir ensuite mettre en place des activations marketing pertinentes. Et là, en fait, quand je suis arrivé au club, j'avais aucune connaissance du fonctionnement dans le club. J'avais ma passion du foot qui faisait que j'étais un peu impressionné et un peu intéressé par tous ces éléments-là, mais je n'avais pas le quotidien, le vécu dans un club de foot, donc il a fallu apprendre tout ça. Et en fait, je suis allé voir chaque service, chaque direction, pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement et pour savoir qui étaient nos supporters. Et en fait, à chaque fois que je posais la question de qui était notre public, j'avais une réponse différente. Donc je me suis rendu compte assez vite que personne ne connaissait vraiment nos clients et il n'y avait pas eu cette culture de l'expérience client au sein du club. Et il a fallu donc du coup essayer d'acquérir un maximum de données pour les connaître et pour ensuite mettre en place des activations marketing. C'est comme si on demande à un coach de foot de faire son équipe sans connaître ses joueurs. Moi, si je ne connais pas les personnes que j'ai en face, qui consultent le quotidien du FC Nantes, qui vient voir les matchs, etc., je ne peux pas derrière faire des activations marketing. Donc c'est pour ça que sur la partie, par exemple, plateforme sociale, ou plateforme web, on a décidé de réunifier la donnée, on a décidé de mettre en place un CRM pour pouvoir suivre vraiment le parcours du client pour ensuite mieux le connaître et définir des typologies de supporters différents. Et ensuite, ces typologies, forcément, on les retrouve sur les réseaux sociaux. Et forcément, le community manager qui est chaque jour sur les réseaux sociaux commence à comprendre et commence à monitorer en fonction de chaque plateforme sociale. Mais c'est son métier, forcément, de poster du contenu qui est engageant, de poster du contenu qui répond à des demandes. Et donc ça, c'est la grande force du digital et c'est la grande force des plateformes sociales. C'est de tout de suite avoir le retour sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et nous, on essaye de tester un maximum de choses. On n'a pas peur de tester des choses et de les mettre à la poubelle la semaine d'après. C'est la grande force du digital qui nous permet de faire ça. Et donc, le community manager, chaque semaine, il teste des choses. Il essaye de monitorer son programme en fonction de ce qui a marché la semaine d'avant ou la veille pour proposer ensuite des nouvelles choses. D'accord. Alors, j'ai compris quand tu es arrivé au FC Nantes que tu as découvert qu'on partait de loin au FC Nantes. On partait d'un manque de connaissances, de culture du digital. Comment vous vous y êtes pris? Ça a été la partie la plus compliquée de mon travail, honnêtement. Dans mes précédentes expériences, j'avais plutôt l'habitude de prendre 80% de mon temps pour mes clients et 20% pour l'interne. Et en fait, là, ça s'est complètement switché quand je suis arrivé au FC Nantes parce qu'il a fallu convaincre, il a fallu, même si la direction était convaincue, il a fallu vraiment emmener tout le monde dans cette transformation digitale. Et du coup, j'ai pendant 2 ans quasiment 80% de mon temps c'était de convaincre en interne, d'organiser en interne, de mettre en place des process pour essayer de remettre entre guillemets au goût du jour le club. Et donc il a fallu vraiment passer énormément de temps pour expliquer le pourquoi du comment, pour convaincre en interne par exemple de la volonté du club de mettre en place un community manager. Et c'est pas tous les jours facile. Moi je m'en rappelle quand j'ai parler de community manager, on m'a tout de suite répondu non, je ne vais pas payer quelqu'un qui va passer son temps sur Facebook. Je suis si maintenant, aujourd'hui, forcément, il faut passer par là. Idem pour l'e-sport, quand on s'est lancé sur l'e-sport en 2017, la première réaction, ça a été de se dire je ne vais pas payer quelqu'un qui va passer son temps sur PlayStation. Si, forcément, maintenant, il y a un nouveau marché qui existe, il y a des nouvelles possibilités qui existent à travers ça. Et donc, il y a eu énormément de démocratisation qui a été faite pour expliquer en interne les tenants et aboutissants du digital, pour voir les possibilités qu'on pouvait en acquérir, pour voir les possibilités qu'on pouvait en avoir. Et du coup, ça a été fait sur l'ensemble des métiers. Par exemple, sur le B2B, on a une vraie volonté de transformer un peu le business model du club et d'aller chercher des budgets sur les réseaux sociaux, sur le site, etc. Et en fait, avant d'aller voir les clients et de présenter l'offre qu'on a pu définir, il a fallu d'abord former les commerciaux pour qu'ils puissent ensuite prêcher la bonne parole. Donc c'est pour ça que pendant 2 ans, 80% de mon travail a été de convaincre en interne. Donc tu confirmes que la transformation digitale du FC Nantes, ce n'est pas seulement le recrutement d'un community manager, mais c'est aussi l'accompagnement des métiers vers le digital et quelque part transformer aussi leur propre métier au quotidien.
Oui, exactement. En fait, on a réfléchi, quand je suis arrivé avec la direction, de mettre en place une structure digitale, un service tourné vers le digital pour justement accompagner la transformation numérique du club. Et en fait, on est assez vite arrivé à l'idée de plutôt intégrer le digital dans chaque service, d'aller chercher des ressources digitales natives au sein de chaque service et puis de former les ressources actuelles au digital. Et en fait, c'est plutôt cette option qui a été mise en place. On est allé chercher un community manager qui avait fait que du digital, forcément. On est allé chercher un directeur de la billetterie qui avait fait que du digital. On va chercher un chargé de CRM et de data qui est un nouveau métier qui a forcément fait que du digital. Donc il y a eu ces deux besoins-là, d'aller chercher des ressources spécifiques sur le digital et puis de tout simplement former les ressources actuelles pour qu'ils puissent accompagner ce changement. Parce qu'encore une fois, si on est 2, 3 à pousser ça, ça ne suffit pas. Il faut forcément que l'ensemble des ressources de l'entreprise accompagnent ce mouvement pour que le virage se fasse dans n'importe quelle entreprise. Justement, dans l'entreprise, il y a une population de salariés qui m'intéresse, ce sont les joueurs. Parce que ce ne sont pas seulement des joueurs, justement, ils sont un tout petit peu confrontés au digital, et bien plus qu'en fait on ne le croit. Et comment vous avez maîtrisé tout ça, en fait, parce que c'est aussi des identités de marque à part entière, chaque joueur? Oui, tout à fait. Alors il y a certains joueurs qui ont déjà des communautés, qui ont déjà une présence assez notée sur différentes plateformes. Pour cela, en fait, cette communauté s'est générée assez rapidement à travers des travails avec des agences proches des joueurs. Donc pour eux, il n'y a pas eu de démarche qui a été faite du club par rapport à ça. Ils nous accompagnent des fois sur des communications pour certains matchs ou sur d'autres sujets, mais il n'y a pas d'accompagnement réel du club. Par contre, sur la formation, sur les jeunes ou sur les autres joueurs qui n'ont pas forcément de grosse présence sur les réseaux sociaux, on essaye de les accompagner avec des cours de média training, avec une présentation de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais bon, ça, c'est une population bien spécifique. Il y a un contrôle quasiment quotidien qui est fait de la part du club pour voir ce qui a été posté ou non. Et c'est forcément une partie de nos assets, c'est forcément une partie de l'image du club. Et on sait très bien ce qui s'est passé au PSG ou dans d'autres clubs. Il faut forcément avoir un œil là-dessus. Après, nous, on a des joueurs qui ne sont pas forcément des stars, donc qui n'ont pas forcément des grosses communautés sur les réseaux sociaux. Mais des joueurs comme Mbappé, comme Neymar au PSG, ils ont des communautés 5-6 fois plus importantes que le PSG en tant que tel. Donc on a une autre problématique dans ces gros clubs, c'est que les joueurs deviennent des assets plus importants et des entreprises entre guillemets plus importantes que les clubs en tant que tels. Donc ça pose d'autres questions qu'on n'a pas nous aujourd'hui au sein du FC Nantes. Merci. Comment vous vous êtes équipé en fait en termes d'outillage pour pouvoir mettre en place toute cette stratégie digitale? Donc on s'attache depuis maintenant 2-3 ans effectivement à s'équiper et de contractualiser des partenariats avec des acteurs tournés vers le digital. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on avait des plateformes différentes avec des prestataires différents sur l'univers boutique, billetterie, site actualité. Donc on a décidé de travailler avec un seul acteur qui pouvait réunifier les données et réunifier l'expérience client. Donc ça, c'était le gros travail qui a été fait en 2017. Donc ça, c'est sur la partie un peu immergée de l'iceberg pour les relations qu'on a avec nos communautés. Après, depuis maintenant 1 an et demi, il a été décidé de revoir aussi toute la partie système d'information, toute la partie CRM. Historiquement, on n'avait pas de CRM, donc on n'avait aucune connaissance client. Donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on intègre et qu'on travaille avec Salesforce sur la brique commerciale, sur la brique grand public, sur la brique service client. Donc ça nous a coûté quasiment 200 000 € pour mettre ça en place. Mais il nous fallait en fait une brique qui soit globale, un seul et même outil, étant donné qu'on a des cibles différentes, qu'on est sur à la fois la partie B2B, à la fois la partie grand public, et sur des univers différents tels que la billetterie, le merchandising, etc. On voulait vraiment casser les silos et on voulait vraiment réunifier tout ça et sur la partie expérience client et sur la partie données. Donc c'est pour ça que sur la partie CRM, on a par exemple choisi un seul et même outil, Salesforce, qui nous permet vraiment de répondre à toutes les demandes. Et puis ensuite, sur les autres problématiques, même si on a rattrapé une partie du retard, on est par exemple encore assez loin sur différentes problématiques telles que l'accès au stade, le contrôle d'accès. On est encore obligé de demander aux supporters d'imprimer son billet parce que les scanettes et le contrôle d'accès fait qu'il faut qu'ils scannent sur une feuille, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là aussi, on a encore énormément de retard à combler et
de choses à faire parce que c'est incompréhensible pour les supporters de devoir imprimer son billet avant d'aller au stade. On n'a pas encore d'application mobile non plus. Donc là aussi, se dire en 2020 qu'on n'a pas d'application, c'est problématique. Mais forcément, on était obligé de prioriser nos différentes tâches pour pouvoir répondre aux demandes. Et du coup, là, c'est dans la roadmap de 2020 de faire une application mobile. Et en fait, cette application, on ne la voulait pas forcément un copier-coller du site actualité, étant donné que même les Apple Store, etc., limitent le copier-coller par rapport au site mobile, des choses comme ça. On voulait en faire vraiment une application servicielle et on voulait vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée de télécharger l'application par rapport au site Internet mobile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, on est sur un problème structurel, c'est qu'au stade, on est un peu sur un no man's land en termes de connectivité. On a, en termes d'antenne 3G et d'antenne 4G, un gap à 25 000 connexions par jour. Donc forcément, quand on a des grosses affluences, quand on est au-dessus de 25 000 personnes à la Beaujoire, on est quasiment sur un blackout. Donc on ne peut pas proposer une application mobile avec des services au stade si derrière on ne peut pas s'y connecter. Donc là aussi, il y a un gros travail qui a été fait avec la métropole, avec Orange, etc., pour essayer de doter le quartier de la Beaujoire d'antennes 3G, 4G, pour pouvoir répondre un peu plus à la demande. Et ensuite, l'application viendra dans les prochains mois. Et on pourra publier nos vidéos en temps réel à tout. J'espère. Après, nous, c'est ce qu'on voit dans les autres clubs. Dans plein de clubs, ils ont pu mettre en place des services, des nouveaux services quand on vient voir le match. Nous, on a une vraie concurrence pour les spectateurs, c'est la possibilité de voir son match à la télé. Et du coup, quand c'est l'hiver, quand il fait froid, quand le match se finit à 0-0, forcément, les gens ils peuvent se dire on sera mieux chez nous. Donc l'application mobile nous apparaît comme un vrai levier de croissance, une vraie possibilité d'améliorer l'expérience client au sein du stade, avec la possibilité de voir un ralenti, par exemple, avec la possibilité de se faire livrer sa bière directement à sa place, avec la possibilité de faire plein de choses. Il y a tout à apprendre, il y a tout à faire encore sur ce sujet, même si des stades comme Bordeaux, comme Nice, comme le PSG, comme Lyon sont en avance là-dessus et nous permettent déjà d'avoir des données. Ça va permettre ensuite pour nous de faire ça dans les prochains mois. D'accord. Tu as un tout petit peu mentionné la notion de budget. J'ai compris que ce n'était pas trop tabou au FC Nantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les investissements que vous avez faits au-delà des 200 000 € sur la solution Salesforce et qu'est-ce que vous investissez aujourd'hui encore au quotidien dans l'achat média, etc. On a un budget marketing com au sens large de 450 000 € en moyenne. Ça comprend énormément de choses. Ça comprend par exemple la mise en place d'une fan zone au stade, ça comprend l'édition d'un magazine parce que tout n'est pas forcément que digital. Donc on a réédité le magazine depuis 1 an maintenant avec 15 000 exemplaires qui sont distribués et en ville et au stade les soirs de match. Après, dans ces 400 000, on a effectivement un budget qui est tourné vers le digital avec des campagnes sponsorisées sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube pour faire venir les gens au stade. Historiquement, les gens venaient par eux-mêmes au stade pour voir les matchs et la Beaujoire était souvent à guichet fermé. Aujourd'hui, on est obligé d'aller les chercher parce qu'il y a plein de choses par ailleurs qu'on peut faire chaque week-end. Donc forcément, on a un peu plus de mal à faire venir les gens et puis d'autant plus qu'en termes de performance sportive, on est en deçà par rapport aux années 90 ou aux années 2000. Donc là, on fait pas mal de campagnes sponsorisées autour de la billetterie, autour de la boutique également. Il y a une vraie volonté de transformer le business model, comme je vous disais, et d'avoir un asset important sur la partie merchandising. On a travaillé historiquement avec une agence et là, on a internalisé l'ensemble de ces métiers pour vraiment contrôler de A à Z ce qu'on achète, ce qu'on vend, la mise en place de la boutique en ligne, la mise en place de la boutique physique au stade. Donc, c'est toutes ces choses-là qui rentrent en compte dans le budget marketing de 400 à 450 000 €. Et ensuite, sur un investissement qu'on a fait pas à pas autour du CRM 200 000 €, autour des refontes de plateformes billetterie, boutique, actu qui étaient aux alentours de 80 90 000 €. L'application, on est parti sur un budget environnement de 50 60 000 €. Donc il y a d'une part le budget quotidien et annuel, et puis d'autre part forcément des investissements parce que tous les jours, il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans le digital. Tous les jours, il faut investir pour se mettre à la page. Par exemple, l'e-sport, c'est un budget de 40 50 000 €. On a créé une application sur OK Google, sur les Google Home, sur les enceintes connectées, qui nous a coûté 5 000 €.
Donc on essaye vraiment de diversifier un peu nos investissements pour être présent un peu partout et pour répondre à chaque demande. Je crois que c'est un enseignement intéressant pour tout le monde. C'est en effet, la transformation digitale, c'est pas seulement un investissement initial et puis après on est tranquille pendant les 10 années qui viennent, mais en effet c'est un investissement chaque année, récurrent, pour faire évoluer en fait la relation digitale et la transformation de l'entreprise en elle-même. Tout à fait. Ouais. Derrière tout ça, finalement, quels ont été les retours sur investissement? Est-ce que vous êtes capable de les mesurer? Est-ce que vous avez des outils pour? Et finalement, tu mentionnais le fait que pour faire venir du monde dans le stade, vous meniez des campagnes. Est-ce que vous êtes capable de mesurer l'efficacité de ces campagnes-là? Oui, et tout c'est à quoi fait. les résultats? C'est la grande force du digital, c'est de pouvoir forcément traquer tout ce qui se passe et de pouvoir vraiment quantifier chaque action et de ensuite monitorer ces actions en fonction de si ça a marché, si ça n'a pas marché. C'est un peu comme le métier de community manager. Il va poster en fonction de ce qui a marché précédemment ou non. Et sur la partie business, c'est la même chose. Donc, on a pas mal de lignes budgétaires différentes sur cette partie digitale. On a forcément la billetterie. La billetterie, historiquement, on était à 80% des billets vendus en point de vente et 20% sur la partie billetterie en ligne de chez nous. Donc là, on a quasiment switché à 80% la vente sur notre plateforme et 20% en point de vente. Et en fait, ça, c'est hyper important pour nous parce que le point de vente, déjà, ponctionne 1 euro par billet. Donc forcément, ça fait du budget plus conséquent pour nous sur chaque billet vendu. Et puis, ça fait une connaissance client beaucoup plus importante si la personne achète sur Internet. Car quand il va acheter son billet à la FNAC, on ne va pas avoir de données, on ne va pas pouvoir le relancer, on ne va pas pouvoir le réinviter sur un autre match. Donc forcément, le digital nous est apparu comme une vraie possibilité de budgétairement d'avoir une ligne en plus et puis surtout d'avoir une connaissance client et une possibilité de le réactiver plus facilement. Ensuite, sur la partie merchandising aussi, il y a eu un gros effort qui a été fait pour développer les ventes de merchandising. Donc on a par exemple décidé de fermer la boutique en ville qui ne marchait pas forcément pour investir un peu plus sur la billetterie, sur la boutique. Donc là on est à plus 70% de ventes en ligne depuis 2 ans maintenant. Et en fait pour vous donner un chiffre macro par exemple c'est pas forcément un chiffre autour du budget, mais c'est plus un chiffre au niveau de la base de données. On était à 15-20 000 personnes embasées il y a maintenant 3 ans, et là on est à 250 000. Donc forcément, tout ce travail-là se recense effectivement dans la base de données, et puis se recense au fur et à mesure au niveau du digital. Après, au niveau du business model, du point de vue macro, forcément, ça va prendre un peu plus de temps. Idem sur la partie VIP. On a mis en place un catalogue d'activation pour les partenaires, pour les sponsors, pour qu'ils puissent bénéficier de posts sponsorisés, pour qu'ils puissent parrainer par exemple chaque vidéo de résumé de match, pour qu'ils puissent nous accompagner sur des emailing 100% personnalisables pour le client, et comme une offre de régie classique en fait à destination de nos partenaires. Et là par contre ça met un peu plus de temps à évoluer, et là on n'a pas tellement de budget supplémentaire. On est à plus 40 ou plus 50 000 euros de revenus sur ce sujet. D'accord, ça va jusqu'à en effet votre stratégie de partenariat, et ça ne se résume pas aujourd'hui seulement à de la publicité dans le stade, mais c'est aussi de la publicité avec vos partenaires sur les différents dispositifs digitaux. Merci. Je voudrais peut-être laisser un tout petit peu la parole à Aurélie, si tu veux apporter ton regard d'experte. En tout cas, surtout remercier Baptiste, parce que j'ai la confirmation que tout ce que je raconte à mes étudiants de la licence en Community Management que j'ai co-créé avec Olivier Ertscheid pour l'Université de Nantes, et ben là on a la confirmation que c'est une réalité, ce travail de fourmi que je leur demande de mettre en place. Et j'espère que vous avez pris des notes, parce qu'en fait vous avez un formidable plan d'action là qu'on vous a déroulé. Alors après vous allez me dire oui mais bon moi je suis pas un club de foot, je vends des produits ou des services qui sont peut-être moins glamour, mais non, dans tous les cas, tout ce qui vient d'être dit, c'est exactement le positionnement que vous pouvez vous autoriser dès maintenant au sein de vos entreprises, et quelle que soit la taille de ces entreprises, parce que toutes les problématiques, même à l'interne, seront de toute façon existantes. Après, la réalité, si je devais vous donner quelques points clés à absolument conserver, c'est d'une part...
voilà, à la base, oui, je le confirme quand même, il y avait une communauté, bien sûr, les supporters étaient de toute façon là, mais tu le confirmes avec les chiffres, à plein de niveaux différents, vous avez réussi à faire évoluer ça, et vraiment dans des proportions plus que pertinentes qui confirment l'intérêt de ces investissements en communication et marketing. Donc, vous, quel que soit le sujet, je vous le redis, de votre activité, vous avez aussi cette communauté. Il n'y a pas de grande communauté intéressante et de petite communauté inintéressante. Il y a avant tout vos réseaux physiques. Et donc, la première erreur que je vois partout au niveau des TPE-PME, tout secteur d'activité confondu, c'est qu'on oublie d'aller en premier sur les différents vecteurs digitaux, d'aller chercher nos différentes parties prenantes, bien sûr nos clients, bien sûr nos salariés, mais aussi nos fournisseurs, nos voisins. Enfin, vraiment, il faut absolument d'abord penser physique. Et pourquoi ? Parce que la communauté, on ne veut pas juste qu'elle voit tout ce qu'on met en place, on veut qu'elle réagisse. Donc c'est là où il y a plein de choses à considérer par la suite. Mais il vaut mieux avoir une petite communauté qui est très active à chaque fois que vous agissez. C'est-à-dire qu'elle va, par exemple, tout repartager de ce que vous publiez ou commenter, et pas juste liker, ou pas juste voir sans que vous n'ayez aucun retour. Et là, ça vous garantit déjà une viralité, mais surtout une accroche à votre marque. Donc, dans tous les cas, s'il y avait quelque chose à faire en sortant digital, c'est d'aller vous dire, bon, est-ce que nous, on a bien la confirmation, on est présent ici et là sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a bien la confirmation que déjà, il y a tout notre réseau physique réel qu'on a? Bon, premièrement. Après, votre objectif, ce sera de vous fixer, quel est, en termes d'échéance, les objectifs qu'on va se fixer pour que cette communauté croisse de plus en plus vite. Et c'est vraiment les bonnes surprises qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux. Donc, je vous le dis, ne vous empêchez pas, parce que je rencontre aussi beaucoup d'entreprises qui se disent, bon, on a loupé le coche, ou on est un peu à la ramasse, ou ce qu'on a commencé, ça n'a pas fonctionné. Non. Il n'est jamais trop tard pour vous lancer. Vous le voyez avec un club quand même, un sujet quand même très enthousiasmant. Bon, bah, tout commence en gros en digital en 2016. Donc franchement, ça c'est la bonne méthode. Il n'est jamais trop tard. Le côté, on va mettre en place des choses et surtout les tester, tout de suite les analyser et on laisse de côté. On ne communique pas ou on ne fait pas du web marketing pour se faire plaisir, mais vraiment pour voir du résultat. C'est-à-dire comment en face est-ce que ça réagit. Le deuxième point qui est vraiment très important, qui est très compliqué à faire comprendre aux entreprises, et là le FC en te recrutant avait quand même vraiment une très très bonne intuition à ce niveau-là, effectivement il faut s'inspirer des autres secteurs d'activité que les vôtres. Si vous restez sur, je vais voir ce que font mes concurrents, en plus les 3/4 du temps, on commence par vous montrer que oui, il y a des grosses communautés sur vos concurrents, mais on peut vous prouver dans la minute que ces communautés ne sont pas actives, justement. Donc on est sur de la communication un peu dans le vide. Donc là, dommage d'investir dans ces cas-là. Mais alors après, vous allez me dire, mais qui ? Et c'est là où entourez-vous, questionnez-vous. C'est aller chercher peut-être à la fois tout ce qui est sur votre territoire, mais typiquement, si vous êtes par exemple dans de l'événementiel, on se questionne sur mais qu'est-ce qu'il y a au même moment sur le même territoire et ça peut ne rien avoir avec votre proposition à vous. Mais la question est, s'ils arrivent à remplir plus, il faut peut-être qu'on s'inspire comment ça se fait que la communauté réagit davantage à ce qu'ils font. Et là, vous commencez à comprendre l'importance des messages, et effectivement, notamment par type de support. Un troisième point, parce qu'il y en aurait des centaines là, sur tout ce qui a été dit. Le troisième point, c'est qu'il y a un trio qu'il faut vous autoriser. C'est ce minimum vital qu'on peut mettre en place en communication digitale et marketing en ayant en tête les compétences qu'on a à l'interne, le temps qu'on peut y consacrer et le budget qu'on veut bien y consacrer. Donc déjà, si ça n'est pas votre priorité, là, pour le coup, je vous confirme, vous continuez à louper le coche. Si vous êtes satisfait d'une communication qui ne donne pas vraiment de résultats, voire pire, vous n'allez jamais voir les résultats. Pas seulement les stats, mais même des résultats physiques. Là, au contraire, vous êtes contre-productif, vous perdez du temps, vous en faites perdre à votre entreprise. Alors que si vous mettez en place vraiment des plans d'action avec ces moyens de constater rapidement les résultats pour ensuite continuer toujours à analyser, vous êtes certain, en moins de 12 mois, de monter des marches qui vont toujours vous confirmer d'avoir des résultats. Donc, la réalité derrière, c'est qu'il faut quand même bien savoir ce qu'on dit, effectivement. On a, en tant qu'entrepreneur, la tête dans le guidon, donc on connaît trop bien nos produits, on connaît trop bien nos clients. Et il faut, dans ce trio, temps, budget, compétences à l'interne,
peut-être identifier à quel point il faut faire rentrer dans l'entreprise quelqu'un qui est vierge de tout notre historique, de tout notre secteur d'activité. Ce sera vraiment une richesse en termes de gain de temps sur toutes ces questions qui peuvent paraître naïves, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, hein? Là, typiquement, vous êtes certain ensuite de pouvoir suivre un plan d'action, comme évoqué à l'instant, en ayant les vraies questions pertinentes auxquelles que vous devez vous poser, parce que la question, c'est toujours, mais à quel moment ma communication, puis mon produit ou mon service, peut rencontrer mon futur utilisateur? Voilà. On pourrait en parler des heures, mais vraiment merci pour un témoignage comme celui-là, parce que pour le coup, je dois le reconnaître, je ne suis pas experte en football, mais je retrouve exactement ce qu'on peut confirmer et mettre en place dans tout secteur d'activité et tout type d'entreprise surtout. Ne vous dites pas, ça c'est pour les grosses entreprises. Voilà. Moi, j'aurais une dernière question pour vous deux. Maintenant si on imagine la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la FC Nantes avec tout ce qui a été entrepris, la question c'est what else, qu'est-ce qu'il faut prévoir, je sais pas, est-ce qu'il faut avoir une vision très précise de ce qu'il faut faire sur les 3 années à venir? Ça c'est plutôt la question pour toi. Et est-ce que vous avez déjà une vision au FC Nantes de ce que vous allez faire, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt là dans une démarche de se dire on va continuer à investir, c'est certain, sur quoi précisément je ne sais pas encore, je vais m'adapter au contexte, aux besoins, aux attentes, comment vous allez vous y prendre dans les 2 ou 3 années à venir? En fait, on a une visibilité plutôt sur 1 an de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on va faire. Le digital va tellement vite, le monde évolue tellement que forcément, on ne sait pas dans 2-3 ans ce qui va se passer. Par exemple, là, on est en pleine réflexion, on est en train de créer le compte FC Nantes TikTok. Forcément, c'est une plateforme sociale qui n'existait pas en 2018, qui a performé en 2019, et aujourd'hui, on se pose la question de se lancer sur TikTok. Mais le digital, et c'est sa force et c'est sa faiblesse, c'est que d'ici 1 an, 2 ans, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, par exemple, on s'est lancé sur les enceintes connectées en se disant qu'on allait préempter un usage du futur et d'être présent sur quelque chose qui allait vraiment se répandre dans l'ensemble des foyers français. Mais c'est à chaque fois du test and learn, c'est à chaque fois des investissements sans forcément de retour sur un investissement tout de suite. Et du coup, on a une roadmap d'1 an, 2 ans, mais pas plus que ça. Là, par exemple, sur la partie contenu, média, on voit un peu l'avènement, le retour du podcast. On se pose la question aujourd'hui alors qu'on ne se la posait pas en 2018. Donc c'est pour ça qu'en termes de vision, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que 2 ans. Sincèrement, en tant que dirigeant d'entreprise, bien évidemment, moi, je vais recommander de garder en tête que oui, le digital, c'est génial, la technologie, c'est génial, mais bien évidemment, faut qu'on reste quand même prudent parce que déjà, la technique a une limite. Moi, dès que j'ai plus de secteur, plus de batterie, je suis incapable de prévenir mes enfants que je vais être en retard parce que j'ai même pas mémorisé leur téléphone. Bref, il y a énormément de limites technique et techno. Donc ça, en tant qu'entreprise, on est obligé de le prendre en compte parce que là, on l'entendait, ne serait-ce qu'avec la 3G, etc. Bref, mais il est indispensable de toujours, en tant qu'entreprise, se dire qu'on n'a plus le droit de perdre le contact à un seul moment avec son client, son prospect et bien sûr tout ce qu'on peut imaginer comme vecteur de communication. C'est bien de penser à ces cibles directes. Le digital, ce que ça permet aussi, c'est que énormément de futurs vecteurs de communication deviennent vraiment des ambassadeurs de vos marques parce que grâce à vous, ils ont exactement compris ce que vous faites, ils sont exactement capables d'en parler à peut-être leur entourage qui va être votre cible pour le coup. Donc, une interdiction, c'est de perdre ce contact-là. Ça implique évidemment de rester en lien avec ces fameuses tendances tout en vous posant toujours la question, est-ce que là, je vais être dans le gadget? Il y a des choses qui peuvent être très pertinentes en techno à certains moments parce qu'effectivement, l'inconscient collectif s'est emparé de cette technologie et puis même l'a hacké et on a fait quelque chose de vraiment très puissant. Mais c'est vrai qu'au tout départ, généralement, nous les premiers, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En même temps, le fait de voir qu'il y a des utilisateurs, on revient à continuer à comprendre et étudier vos clients, vos prospects et vos vecteurs de communication, parce que peut-être que eux, ils sont déjà. Donc c'est à la fois, oui, du temps. Dans tous les cas, ça reste des prises de risque, mais en tant qu'entreprise, on les prend tout le temps, sur à quel degré on dose cet équilibre, il va de toute façon falloir tester. Donc, moi, je recommande énormément tous les tests en sous-marin, effectivement. D'accord ?
Merci. On a déjà commencé un peu la phase questions-réponses. Donc, comme je le disais en introduction, vous pouvez passer par l'application Evals. Alors que la régie va nous publier les premières questions. Ah bah voilà, première question. Est-ce que le staff et les joueurs utilisent davantage d'outils numériques pour s'améliorer? Donc, j'ai tout à l'heure un petit peu posé la question. Mais la réponse est oui, effectivement. On a des nouveaux métiers qui sont arrivés au niveau du staff et qui accompagnent toute la partie sportive, que ce soit au niveau des pros ou que ce soit au niveau de la formation. Par exemple, on a des analystes vidéo qui sont au nombre de 2 maintenant et qui étaient inexistants il y a maintenant 4-5 ans, donc qui ont un gros travail sur la partie vidéo. On travaille avec des drones sur la partie entraînement, donc ça nous permet d'avoir des données. On souscrit à tout ce qui est Opta pour avoir des statistiques sur les joueurs. Les joueurs eux-mêmes portent des GPS pour pouvoir suivre et traquer l'ensemble de leurs performances. Donc effectivement, il y a des outils numériques, il y a tout ce qui est data qui intervient de plus en plus dans les staffs. Là, j'ai appris par exemple qu'à Manchester City, ils ont recruté un Français expert de la data qui, lui, a comme travail de suivre tout ce qui est remise en jeu, tout ce qui est coup franc, et qui a comment dire, il a comme travail de faire que ça. Donc forcément, effectivement, tous les sujets data, outils numériques pour suivre les performances, ça devient hyper important pour les staffs. Merci. Question suivante. Avez-vous pensé à des campagnes de street marketing? Oui, on en fait un peu, on en a déjà fait, on a eu pas mal de demandes par rapport à ça, effectivement, sur le magazine, sur le lancement du maillot, sur des grosses actualités comme ça. On essaye de faire quelques opérations de street marketing, quelques opérations d'affichage sauvage, quelques opérations de graphes directement sur le bitume. Donc on fait des choses comme ça, c'est toujours sur des événements assez importants pour nous, de type nouveau maillot, campagne d'abonnement, des choses comme ça, et qui reviennent chaque saison. Encore une question Ok, on continue. Pour embarquer l'interne, pouvez-vous citer des actions qui ont vraiment permis de faire la différence? Il n'y a pas vraiment d'actions qui ont vraiment permis de faire la différence. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment pouvoir accompagner le maximum de personnes, ne laisser personne de côté, parce que tout le monde sait plus ou moins que le digital, ça devient important. Tout le monde, plus ou moins, a créé son compte sur les réseaux sociaux. Il faut juste présenter les bénéfices pour chacun, que ce soit dans la vie perso ou que ce soit dans la vie professionnelle. Et vraiment, c'est un travail de chaque jour, d'accompagnement chaque jour sur ce qui peut être fait et personnellement et professionnellement. Je crois qu'Aurélie, tu veux compléter. Dans tous les cas, puisque effectivement au quotidien, c'est une réalité, moi je pars du principe que c'est légitime, que tout le monde ne soit pas enthousiasmé au prime abord. Et dans tous les cas, généralement, il y a des arguments tout à fait valables. Et tous les arguments sont valables. La question, ça va être réellement à l'interne, comment est-ce qu'on fait pour lever ces freins qui sont légitimes? Généralement, c'est déjà principalement en informant. Et à chaque fois que vous allez montrer les risques, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de risque. C'est plutôt une histoire de positionnement en tant qu'individu par rapport à une marque. D'accord ? Donc, après, l'idée au quotidien, une fois qu'on a dit ça et qu'on a rassuré tout le monde, ça n'empêche qu'il faut accompagner au départ pour montrer, vous n'êtes pas obligé de tout faire, de suivre tout, etc., comme doit le faire le service com ou le dirigeant, par exemple, mais à votre échelle, peut-être qu'il y a quelque chose qui correspond exactement à la personne que vous êtes, à l'individu physique et au professionnel que vous êtes également. Et là, si les personnes trouvent ce dénominateur commun, elles vont être d'autant plus efficaces et pertinentes en matière de relais de tout ce qui pourrait être fait. Donc c'est ce temps-là qu'il faut prendre, qui peut être vraiment via des formats un peu informels, le midi, des présentations à des groupes au sein de vos équipes. Après, c'est un dynamisme, une dynamique à mettre en place. D'accord ? Il ne faut absolument pas juste les laisser en plan comme ça, en disant, voilà, tac, 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 on vous rassure, machin, voilà comment il faudrait faire. Toujours les accompagner. C'est ici qu'on ressent l'experte en accompagnement au changement. Une dernière question. Alors, est-ce que le yield management est un moyen utilisé pour remplir le stade à chaque journée? Pas encore. Pas encore. On est en réflexion effectivement sur la mise en place de yield management au sein de la billetterie parce qu'on a une demande complètement différente entre un match du PSG et un match contre Dijon. Donc forcément, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. On n'a pas encore les outils, on n'est pas encore staffé pour répondre à cette demande. Donc on ne fait pas du tout évoluer les prix semaine après semaine. On ouvre la billetterie avec des prix fixes qui seront fixes quasiment jusqu'à la fin.
Mais bon, on a des clubs qui, par exemple Lyon ou par exemple le PSG, qui ont déjà recruté des data analysts, des data scientists, qui vont faire ça. Et du coup, ça suit le chemin de tout ce qui est transport, aviation, etc. Ok, aujourd'hui, il n'y a pas de clubs qui le font. Il y a le PSG et Lyon qui le fait un peu, mais pour l'instant, c'est juste des tests. D'accord. Merci. Merci à vous deux. Merci je à crois vous. qu'on en a terminé. Merci à tous. Plaisir.